La victoire en chantant nous ouvre la barrière, la liberté qui de nos pas. Il dit notre pays, la trompette guerrière va sonner l'heure des combats. Tremblez les ennemis de la France. Bien, bonjour à tous. Donc, nous sommes le lundi 3 février 2025 à la mairie de la Noaille et nous allons commencer une petite conférence sur le Premier Empire. Le consulat se termine en 1803 avec, rappelez-vous, la constitution de l'an 12 qui accorde à Bonaparte la personnalité, premier consul, la personnalité impériale. Voilà. Et donc, l'Empire, c'est 1804, c'est officiellement le 4 mai 1804. Alors, on commence par une petite présentation de cette famille, cette fameuse famille impériale. Ils sont 8 frères et sœurs, hein, les enfants de Marie-Laetitia Ramolino et de Charles-Marie Bonaparte, qui sont à l'origine une famille italienne, des Génois, qui sont arrivés en Corse. La famille a dû arriver en Corse au XVIIe siècle à peu près. Le grand frère Joseph, alors je vais aller vite hein, sur les biographies. Bon, le seul génie de la famille, c'est Napoléon. Les autres, ce sont les frères, ce sont quand même euh, des personnages beaucoup plus, entre guillemets, ordinaires. Joseph était assez imbu de sa personne. Il deviendra roi d'Espagne parce que Napoléon va distribuer à ses frères et sœurs des fiefs et des duchés, des principautés, parce Napoléon veut créer une dynastie à la place de la dynastie des Bourbons. D'où le conflit entre lui et les légitimistes qui veulent le retour des Bourbons. Napoléon leur a dit pas du tout, enfin à l'époque c'était encore Bonaparte sous le consulat, j'ai pas du tout l'intention de restaurer la légitimité des Bourbons. Du coup, les royalistes se sont opposés à Napoléon et lui veut installer une nouvelle dynastie qui est sa dynastie, les Bonaparte. Joseph, qui sera roi d'Espagne, on verra qu'il se fera remarquer par son incompétence et son impopularité. Il y aura une guerre épouvantable en Espagne qu'on verra la prochaine fois en 1808, 1809 jusqu'en 1814. L'Espagne va être une grande tâche dans l'épopée napoléonienne. Ensuite, bon, nous avons Napoléon. Je donne pas de détails parce qu'on ne parle que de lui pendant le compte rendu, enfin la conférence. Deux mariages. D'abord Joséphine de Beauharnais qui lui a été offerte par Barras à l'époque du Directoire. Hein, voilà. Et Joséphine ne pouvant pas lui donner d'enfants alors qu'elle en avait déjà deux, d'un autre mariage, Napoléon finalement se sépare à l'amiable avec Joséphine parce qu'elle va garder la malmaison, tout ça. Bon, voilà, il la laisse pas sur la paille et il va épouser, on le verra en 1810, une princesse autrichienne pour consolider la paix avec l'Autriche. On reviendra là-dessus parce que c'est quand même un détail politique important, un nouveau mariage avec l'Autriche. 30 ans ou 40 ans après, 70, c'était donc 40 ans après celui de Marie-Antoinette, hein, qui était déjà voilà, fille de Marie-Thérèse d'Autriche. Lucien Bonaparte, c'est le premier petit frère de Napoléon. Il joue un rôle très important dans le coup d'État du 18 Brumaire. Parce que rappelez-vous, ce coup d'État du 18 Brumaire, ça avait été une manigance de Sieyès qui avait dit on va faire déplacer les députés de Paris à Saint-Cloud, sous prétexte qu'on risque une réaction des Jacobins. Et puis là, on va leur faire passer la pilule, on va dire qu'il y a un complot royaliste et que donc il faut un régime plus fort, plus sévère parce que le directeur avait déjà fait 3 ou 4 coups d'État, donc c'était un régime assez faible. Et il comptait manipuler un peu les parlementaires, hein, c'était les 500 et les anciens pour installer un régime plus autoritaire. Et ça s'est très mal passé à Saint-Cloud, puisque les 500 ont vivement contesté l'intervention de Napoléon, qui est bousculée par les députés dans la salle qui est à Saint-Cloud. C'était pas les Tuileries, hein, c'était la salle qui servait à Saint-Cloud de Parlement pour quelques jours, à telle enseigne que le grand frère Lucien, qui présidait la séance, sort discrètement de la salle des débats, va chercher la troupe, et ça tombe bien, c'était Murat,
le grand Murat, beau-frère futur beau-frère de Napoléon, qui commandait la troupe, qui leur dit vite, venez vite, on veut assassiner Napoléon, enfin Bonaparte à l'époque, c'est encore Bonaparte. Donc Murat fait sonner la charge, les soldats rentrent avec la baïonnette, tous les députés sont capturés, ils se sauvent par les fenêtres. Enfin bon, c'est le coup d'État du 18 Brumaire. Et en fait, c'est grâce à l'initiative de Lucien que ça a pu se passer comme ça. En fait, c'est un coup d'État militaire finalement, parce que c'est Murat qui est intervenu. Voilà. Donc Lucien joue un rôle important à ce moment-là, mais ensuite, alors on dit que ses frères sont restés fidèles à leur conviction républicaine, peut-être, mais merci. Ne va pas avoir de carrière politique. Je parlerai des sœurs ensuite. Louis, c'est le quatrième frère. Alors Louis va devenir roi de Hollande. C'est des, une des décisions que Napoléon donne pour son petit frère. C'était un royaume qui devait être bien entendu inféodé à la France. Mais Louis se prend au jeu, il est populaire en Hollande et il défend les intérêts de la Hollande. Et évidemment, ça a télescopé un peu la politique de Napoléon, qui était quand même de dominer. Puis après, il y a le blocus continental qui va arriver. Donc ça se passe mal entre Louis et Napoléon. Louis est dépressif. Il n'est pas content du tout d'être sous la coupe de son frère. Il finit par abdiquer. Il abandonne le royaume de Hollande et il part en Italie pour se consacrer à ses mémoires. Mais Louis, qui est-il? C'est le papa du futur Napoléon III, qui était le neveu de Napoléon. Et finalement, chez Napoléon III, on verra sa personnalité, c'est pas inintéressant. Il y a un petit côté dépressif, secret, mystérieux chez Napoléon III, qui est un peu la personnalité de Louis, du papa. On termine par Jérôme. Alors lui, Jérôme n'a aucune carrière politique sous l'Empire. C'est un libertin, c'est un fêtard, c'est un séducteur, un insouciant. Bon, il profite d'être le frère de Napoléon. Et ce n'est que sous le... Bon, il va épouser une princesse de Wurtemberg, donc il va certainement... Le Wurtemberg va faire partie, on le verra plus tard, de la Confédération du Rhin, que crée Napoléon à la place de l'Empire, du Saint-Empire romain germanique. Mais ça, c'est en 1806 que ça va arriver. Et Jérôme ne joue pas vraiment de rôle politique, sauf sous le Second Empire, où il sera président du Sénat avec son tonton. Non, pardon, c'est le frère, son neveu. Attendez, j'ai des bêtises. Son neveu sera Napoléon III, et donc lui, ce sera le dernier oncle de Napoléon III, le Benjamin, qui sera donc le président du Sénat. Voilà. Voilà pour les garçons. Alors les filles, bon, c'était difficile pour les femmes à cette époque parce que elles ne faisaient pas de politique, elles n'avaient pas le droit de vote, elles n'étaient pas éligibles, donc même si elles avaient de l'esprit, que c'est des intellectuels, elles s'orientaient plutôt vers les arts, vers la littérature, vers la création. Bon, voilà. Et c'est donc un peu le choix des trois princesses de la famille Bonaparte. Elisa va devenir duchesse de Toscane. À la chute de son père, elle se retire à Trieste, parce qu'après, ces gens-là, après 1814-1815, ont cherché à se protéger, bien entendu, de la réaction de la Restauration. Elisa, fidèle aux idéaux des Lumières, c'est une famille quand même qui est assez républicaine dans l'esprit. Les Bonaparte, je rappelle que avant la Révolution, en Corse, le leadership politique était incarné par Pascal Paoli, qui était un monarchiste qui voulait devenir vice-roi de Corse et qui a finalement fait cause commune avec les Anglais. Il a donc été anti-révolutionnaire et la famille de Bonaparte s'est fâchée avec la famille Paoli parce que politiquement, ils étaient dans deux camps opposés. Voilà. Donc la famille Bonaparte est quand même à l'origine plutôt républicaine, plutôt jacobine. Voilà. Et pour certaines frères et sœurs, ils vont revenir à leur conviction initiale. Pauline, c'est un petit peu la séductrice de la famille. C'était une merveilleuse on l'a vu, sous le directoire. Elle posait nue, ce qui à l'époque était relativement scandaleux. On a dit qu'elle était sulfureuse, la Pauline. C'était la fille, elle s'appelait Maria Paola, mais on l'appelait Pauline. C'était la sœur préférée, la chouchoute un peu de Napoléon. Et elle lui restera fidèle jusqu'à l'île d'Elbe. C'était la plus proche de Napoléon, Pauline. Et Caroline, qui a épousé le Murat, le grand cavalier séducteur Joachim Murat.
elle va s'intéresser à l'éducation et à la modernisation de son royaume. Il sera roi de Naples, Murat, hein, parce que le roi de Naples, c'était le grand frère, j'ai oublié le prénom, Joseph. Et quand Joseph va devenir roi d'Espagne, c'est Murat qui va devenir roi de Naples. Caroline s'intéresse à la gestion de son royaume, mais Murat va être fusillé, hein, parce que Murat va revenir à Napoléon pendant les 100 jours. Et il va être fusillé très très courageusement. Il va dire aux soldats, soldats, faites votre devoir, donc fusillez-moi. Murat est un homme, il n'avait pas beaucoup de tête, mais il avait de l'estomac, Murat, hein. C'était quand même un sacré. Et puis les charges de cavalerie de Murat, ça a donné bien des victoires militaires. Là, il avait du courage et il meurt un peu en héros, on va dire. Caroline va à Trieste chez sa sœur Elisa pour finir ses jours dans la poésie, la littérature, quoi. Voilà, c'est la fin de la famille, de la courte dynastie des Bonaparte. Alors, la maman de tout ça, c'est Laetitia Ramolino. Alors, elle est veuve, Laetitia Ramolino, parce que le mari n'a pas connu l'Empire, hein, le papa. Et c'est une femme de caractère. Je pense que c'est celle qui ressemble le plus à Napoléon et dans lequel elle se reconnaît le plus. Une femme autoritaire, une Corse. Alors, les Corses, version dure, quoi. Et elle a élevé ses enfants dans l'autorité. Et on disait, comme elle a donné la fessée à tous ses enfants, on disait que nul autre qu'elle n'avait fessé autant de rois, parce que comme ils sont tous devenus rois ou princes, c'est vrai, elle vit dans la simplicité, elle ne vit pas aux Tuileries, elle vit avec son frère, le cardinal Fesch, et cette famille-là sera toujours hostile à Joséphine. Il n'aime pas Joséphine, qu'il considère comme une courtisane, en fait, hein. Et jusqu'au bout, la famille restera hostile à Joséphine. Voilà. Alors, la cour impériale, on dit quelques mots sur la cour impériale. C'est une nouvelle dynastie qui s'oppose, hein, à la dynastie des Bourbons, hein, pour la remplacer. C'est une contre-cour, une contre-dynastie en quelque sorte que crée Napoléon. Alors, il a le chic pour s'entourer de personnels prestigieux dont les noms sont ronflants mais qui ne jouent aucun rôle parce que, vu la personnalité de Napoléon, c'est lui qui commandait tout. Ils avaient le choix, les autres, être des exécutants dociles, sinon à la porte, hein. Ils toléraient pas tellement la discussion. Alors, il y avait 6 grands dignitaires, hein, vous avez les noms, là, grand électeur, archi-chancelier d'Empire, archi-trésorier, etc. Bon, mais qui sont en fait des personnages qui font du décor. Les généraux d'Empire, c'est différent. Napoléon est un soldat qui aime les soldats et qui aime particulièrement ces généraux qui deviendront tous maréchaux d'Empire le 19 mai. Alors vous voyez, hein, le 18 mai, l'Empire est créé. Le 19 mai, il nomme 14 maréchaux d'Empire. Il est avide de reconnaissance, tous ces hommes qui l'ont porté là où il est. Alors on a Berthier le plus ancien, il y a toute leur biographie après, hein, vous la verrez. Masséna, Augereau, Jourdan, Bernadotte et des noms célèbres, Brune, ils ont tous gagné des batailles. Murat, Soult, Lannes, vous verrez la mort de Lannes, ça fait pleurer. Ney, Davout, voilà, ce sont de brillants généraux, des maréchaux qui sont allés au feu, qui sont tous été pratiquement blessés c'était vraiment des officiers exemplaires. Hein, on peut pas dire le contraire. Ces brillants généraux et courageux généraux ont été à la tête de troupes qui étaient follement napoléoniennes, parce que Napoléon savait parler à ses soldats. Soldats, je suis content de vous. Les soldats, après la bataille, hurlaient Vive l'empereur. Les généraux, je rappelle quand même qu'ils sont devenus officiers sous la Révolution. Au départ, c'était des sous-officiers qui ne pouvaient pas devenir officiers parce qu'ils n'étaient pas nobles. C'est la Révolution qui permet à ces sous-officiers d'extraction roturière de devenir officiers. Et Augereau, par exemple, c'est un des meilleurs exemples. Et à part Berthier, qui était déjà un noble, et puis de mémoire, Kellermann était noble aussi, mais les autres sortaient du rang. Ils deviennent officiers grâce à la Révolution. Napoléon les récupère, et ensuite ils en font des officiers prestigieux. Alors, il y en a un dont je voudrais parler parce que c'est deux sexes. Ça a été un des meilleurs généraux de Napoléon, mais il meurt à Marengo, donc de Bonaparte. Mais il meurt à Marengo en 1800, il est touché d'une balle en plein cœur. Il mérite d'être cité parce que c'était un très bel officier, quoi. Courageux, intelligent, voilà, qui aurait dû être maréchal de France. On passe aux officiers civils. Bon, en marge, hein, de l'armée, il y a quand même un gouvernement. C'est le cardinal Fesch, l'oncle de Napoléon, est donc grand aumônier, et Talleyrand est grand chambellan. Talleyrand, et il y a deux hommes qui vont rester célèbres qui vont pas rester dans l'ombre sous l'Empire, c'est Talleyrand et Fouché, qui sont des ministres d'exception. On verra aussi leur biographie un peu plus tard. Et Berthier, alors Berthier, il est grand veneur.
grand veneur, il s'occupe des chasses peut-être impériales, je sais pas quel rôle il jouait, mais enfin il est à la fois maréchal d'empire et grand veneur parmi les officiers civils. Mais bon, ces hommes, à part Talleyrand, n'ont pas joué un grand rôle dans la politique de l'empire. Tant et si bien qu'une noblesse impériale, une nouvelle noblesse en quelque sorte, se constitue à partir de 1806. Et Napoléon, qui ne veut pas du retour des Bourbons et de l'ancienne dynastie, fabrique cette noblesse en distribuant des titres comme ça. C'est ainsi que Cambacérès deviendra duc de Parme, Fouché duc d'Otrante, Talleyrand prince de Bénévent. Et alors l'empereur aura distribué pendant son règne 30 ducs. Il aura fait 30 ducs, 450 comtes, 1500 barons, 1300 chevaliers, voilà, pour faire barrage à la noblesse légitimiste. À côté de ça, il y a quand même une étiquette rigide. Certes, on n'est pas dans l'aisance, le côté brillant des cours royales où il y avait des hommes d'esprit, des femmes d'esprit très cultivés. On est plutôt dans un régime plutôt militaire. Voilà, puisque c'est la marque de fabrique de Napoléon, mais quand même une étiquette rigide qui donne à la cour une certaine tenue. Quant à Napoléon, il se compare non pas à Louis XIV, mais à Charlemagne. Il dit: Je suis Charlemagne parce que, comme lui, je réunis la couronne de France à celle des Lombards et mon propre empire touche l'Orient. Touchera, là, je sais pas en quelle année il dit ça, mais c'est certainement en 1809-1810, puisque on va avoir les frontières communes avec l'Empire ottoman à ce moment-là. L'Orient, c'est la Grèce, à ce moment-là, c'est l'époque. C'est voilà, c'est la Grèce, c'est pas la Syrie. Alors, on va un peu parler de géographie, parce que c'est quand même important d'avoir une vision géographique de l'Empire. Ce qui m'a donné le plus de mal dans ce travail, c'est de reconstituer les cartes, parce qu'on a un Internet qui est pauvre en cartes. Vous tapez Empire de France, Empire français 1804, vous tombez sur tout sauf sur l'Empire français 1804. Donc c'est très pénible de retrouver les bonnes cartes. Très peu sont en français d'ailleurs, on a des cartes en anglais, en russe. Donc j'ai eu beaucoup de mal à trouver. Il faudrait des sites spécialisés pour les cartes, certainement payants. Et alors, en fait, l'Empire de 1804, c'est tout simplement les conquêtes du consulat qui changent de nom. Mais en termes de conquête, en 1804, c'est l'héritage du consulat. Alors, qu'est-ce qu'on a? Bon, les plus anciennes régions qui deviennent françaises, c'est la Savoie et le comté de Nice, qui depuis la Révolution, depuis 1792, sont occupés par la France. La Belgique, 92 également, c'est Dumouriez, rappelez-vous, Dumouriez qui se couvre de gloire en Belgique avant de passer un peu à l'ennemi et d'avoir des problèmes avec la Révolution, parce que Dumouriez, en fait, était proche des royalistes. Toute la rive gauche du Rhin, qui était, alors là, vous voyez marqué sur la rive gauche du Rhin, Royaume de Hollande. Ça, c'est à partir de 1806, mais avant, c'était la République batave. C'est dur de s'y retrouver, parce que ça change tous les 3-4 ans. Alors, quand on dit la rive gauche du Rhin, vous voyez, le Rhin fait ça, là. C'est très important, les fleuves. Sans les fleuves, on comprend pas. Il y a le Rhin d'un côté, le Danube de l'autre, avec l'Autriche. Le Rhin, en fait, prend sa source en Suisse. Il traverse le lac de Constance, au nord de la Suisse. Ensuite, il monte le long de ce que nous on appelle l'Alsace, voilà, côté français. Et puis ensuite, il chemine entre la Belgique et l'Allemagne. Et il va se jeter à Anvers, en face de l'Angleterre, là, à peu près par ici. Toute la rive gauche du Rhin devient République batave et ensuite Royaume de Hollande. En 98, alors c'est la Suisse, la Suisse, République helvétique, devient française. Vous ne savez pas ça, la Suisse, c'était deux confédérations, je crois de mémoire, Genève et Bâle, et donc République helvétique. Un peu plus bas en Italie, on a la République ligurienne, ça c'est autour de Gênes, vous l'avez ici, là. Moi, j'ai pas mis les contours, ça sert à rien, voilà, on sait que c'est à peu près par là. République ligurienne. La République cisalpine, c'est quand on prend le Piémont, en fait, au royaume de Sardaigne. Après le comté de Nice, on prend le Piémont. Et après, il y aura le royaume d'Italie qui va venir ici. Donc, ça va encore changer, mais c'est la même région géographique. Seule Venise, finalement, après, rappelez-vous le traité de Campo Formio, Venise est concédée aux Autrichiens pour leur faire passer la pilule après les victoires napoléennes de la première campagne d'Italie, pour l'instant, en 1804. Tout cela est concrétisé par le traité de Lunéville en 1801,
et ensuite la paix d'Amiens, parce que finalement une paix est intervenue, on l'a vu dans le consulat en 1802, les Anglais à qui la guerre coûtait très cher souhaitaient faire la paix, Napoléon aussi, après la campagne d'Égypte. La paix d'Amiens a dessiné ces contours-là et finalement c'est devenu la France. Après la paix d'Amiens, dès qu'elle est signée, Napoléon va, enfin oui c'est Napoléon, non c'est encore Bonaparte en 1803, va annexer le Hanovre. Le, Han- Pardon, le Hanovre, c'est cette région qui est une région d'Allemagne qui est dans le prolongement de la Hollande et qui est sous le Danemark. De mémoire, ici, il y a Hambourg, je crois. Et le Hanovre, c'est une région importante parce que c'est une région de grand commerce avec l'Angleterre. D'ailleurs, le Hanovre, à l'époque, était considéré comme une propriété du roi d'Angleterre, pas vraiment allemande. Voilà, Georges III était propriétaire du Hanovre, Bonaparte occupe le Hanovre, qui se rend sans combattre. Là, ce sont des, voilà, le Hanovre n'a pas fait la guerre. Hein. Ils ont dit très bien, vous voulez venir, venez. Et le Hanovre, c'était pour combattre commercialement l'Angleterre. Il avait déjà dans l'idée Napoléon qu'il fallait livrer une guerre commerciale à l'Angleterre. Et vous verrez que la guerre commerciale à l'Angleterre, c'est la logique profonde de tout l'Empire français. Ça aurait été totalement différent s'il n'y avait pas eu la guerre commerciale avec l'Angleterre. Ça va donner le blocus continental, ça va donner la campagne d'Espagne et la campagne de Russie. Bref, on a une France qui fait 750 000 kilomètres carrés. Hein, ça va de Hambourg ici jusque presque à Rome. Là, hein. On est à 1700 kilomètres de profondeur. Là, si on va de la Corse jusqu'à Hambourg, hein, à vol d'oiseau, on est à 1500 kilomètres. C'est la France napoléonienne de 1804. Alors, un mot sur le gouvernement impérial, puis après on va parler des batailles, c'est plus vivant. En fait, l'Empire ne change pas grand-chose en 1804 parce que Bonaparte, Napoléon, avait déjà tous les pouvoirs du fait du consulat à vie, parce qu'il était déjà consul à vie. Donc ça change pas grand-chose à la réalité politique du régime. Cette constitution de l'an 10, qu'on a vu en détail l'autre fois, lui donnait déjà les pleins pouvoirs. Il avait un gouvernement dont il faisait ce qu'il voulait, puisqu'il nommait le Conseil d'État, il nommait le Sénat, il choisissait les députés du corps législatif. Il n'y avait pas vraiment de pouvoir parlementaire. Les parlementaires validaient les décisions prises ou par le premier consul ou par et conseillées par le Conseil d'État. Il n'y avait déjà aucune démocratie à ce moment-là. Néanmoins, comme c'est un bon communicant, Napoléon conserve l'expression de République française. Alors c'est marrant, il est empereur, mais ça reste toujours la République française. Il était très très malin, jusqu'en 1808 sur les monnaies. Il a fallu du temps pour vraiment franchir le pas de l'Empire. La vie parlementaire n'existe pas. Il y a des senatus consultes qui sont, enfin, il y a un parlement, le corps législatif, mais qui est réduit au silence, qui valide les décisions du Sénat. Les sénateurs sont nommés par Napoléon à 80%. Et il y a 20% qui sont préemptés entre eux. Donc, le Sénat, c'est des hommes du régime. Napoléon Bonaparte leur a offert des sénatories, c'est-à-dire des domaines. Hein. Ils veulent garder leur domaine, donc ils approuvent les décisions qu'on appelle senatus consultes. Ça, c'est une référence à la Rome antique. Hein. Napoléon est très nostalgique de la Rome antique, du faste. Il se prend un peu pour Jules César quelque part. Et voilà, on est dans la nostalgie de la Rome antique. Et ça plaisait aux intellectuels français de l'époque. L'Antiquité était bien vue. D'ailleurs, les merveilleuses, on l'a vu sous le directoire, s'habillaient en romaine. Vous voyez, tout ce qui était Antiquité était bien vu. Le Senatus Consulte, ça passait très bien en fait dans la psychologie de l'époque. Alors les ministères, bon, le grand ministère, il y en a deux en fait, c'est la police de Fouché, les affaires étrangères de Talleyrand, donc Charles Maurice de Talleyrand-Périgord, qui est un homme brillant. Moi, j'ai de l'admiration pour lui. Hein. Il a été très critiqué par Chateaubriand, mais moi, je suis assez admiratif hein, devant le parcours de Talleyrand. Trop brillant pour Napoléon, parce que Napoléon voyait bien qu'il n'était pas dupe, que Talleyrand avait une vision précise, incisive de la réalité, et il avait beaucoup plus de culture que lui. Talleyrand avait une culture politique de l'Europe, il connaissait les dynasties, il connaissait le détail de la diplomatie. Il était brillant, Talleyrand. Il aurait fallu le laisser faire. On verra plus tard, dans quelques années, s'il avait laissé faire Talleyrand, ça aurait pu tourner différemment le Premier Empire. Alors en 1807, il se sépare de Talleyrand parce qu'il ne le supporte plus. Pendant 2 ans, Talleyrand reste quand même aux affaires parce qu'il a un autre titre, il est grand électeur, il reste très présent. Et finalement, la rupture véritable, c'est 1809. On le verra, je ne vais pas anticiper, on verra ce qui se passe en 1809 avec les Russes du côté de Talleyrand. Bon, Berthier est ministre de la guerre.
Berthier, c'est normal, c'est un maréchal, c'est un militaire depuis toujours. Il remplace un peu Lazare Carnot, qui était le grand organisateur de la victoire sous la Révolution française. Et c'est tout à fait normal que Berthier se retrouve à la guerre. C'était un militaire, un bon militaire. Alors, le ministre de l'Intérieur, à l'époque, était séparé du ministre de la Police. Et l'intérieur, ça voulait dire, on se chargeait de toutes les affaires intérieures. L'organisation, l'administration, les préfets, tout ça, c'était l'intérieur, la gestion quotidienne de la France. Et c'est un scientifique, Jean-Antoine Chaptal, qui hérite de ce ministère parce qu'il fallait comprendre comment fonctionnait la France et comment organiser la France. Alors, ça recoupe bon, la gestion intérieure de la France, les ponts et chaussées, les grands travaux, vous voyez, l'administration, le développement économique, toujours à des fins de stabilité. Napoléon voulait que les Français soient, comment dire, prospères. C'est un peu comme Guizot qui disait enrichissez-vous, ça va venir plus tard ça. Ou comme Colbert sous Louis XIV qui voulait que la France soit prospère pour être, comment dire, pour soutenir la monarchie. La politique de Napoléon consiste à faire en sorte que les Français, quand on dit les Français, c'est les bourgeois propriétaires, s'enrichissent, vivent bien pour qu'ils continuent de soutenir le régime. Très pragmatique de ce point de vue. Il vise la stabilité politique et sociale. Il met en œuvre des... Alors après, il y a eu quand même des réformes intéressantes. Vous verrez que le Code civil, c'est une réforme démocratique. Parce que le Code civil, c'est l'égalité devant la loi de tous, c'est la fin des privilèges. C'est la traduction concrète de la fin des privilèges, le Code civil. Donc il y avait quand même des aspects démocratiques dans la vie dans la politique de Napoléon, mais il fallait lui obéir, bien entendu. Il ne supportait pas la contestation. Sur l'éducation et la culture, ça dépend aussi du ministre de l'Intérieur, vous voyez, donc c'était vraiment très vaste, l'hygiène, la santé publique, la censure et la propagande, bien entendu. Là, il n'y avait plus de liberté de presse, hein, c'était verrouillé. Il fallait glorifier l'empereur. Les arts, c'était les tableaux de David, c'était la gloire de l'empereur. Depuis le couronnement, toutes les batailles. Puis il n'y avait pas que David, il y avait Gros, il y avait Jéricho, enfin bref. Voilà. Et puis la gestion des élections aussi, superviser les plébiscites. Donc le ministère de l'Intérieur avait pour ordre de d'appliquer la politique intérieure à la France et de vérifier que tout se passe bien. On ne tolérait que l'ordre. Bien. Et la police, alors la police est confiée à Joseph Fouché, qui lui, c'est le spécialiste du renseignement. On disait de Fouché qu'il savait tout sur tous. Il fait tellement peur à tous ceux qui ont quelque chose à se reprocher qu'on laisse faire Fouché, quoi. Et Fouché fait un travail de renseignement considérable qui aide beaucoup, évidemment, il déjoue les complots, qui aide beaucoup le régime politique. Ministère de la Justice, donc ça c'était pour la police. Jean-Jacques Régis de Cambacérès, le brillant juriste de cette époque, c'est lui qui a tout écrit, hein. Les constitutions du consulat, le code civil. Cambacérès, c'est vraiment le juriste de l'Empire qui joue jusqu'au bout un rôle très important. D'ailleurs, il fait partie des consuls, c'est le deuxième consul, hein, sous le consulat Cambacérès. Rappelez-vous avec Lebrun. Les finances sont confiées à ce fameux Charles Godin. On a vu que c'était il a inventé le cadastre pour faire payer les impôts. Il a inventé le franc germinal. Il invente la Cour des comptes. Je me demande même s'il n'est pas le fondateur de la Banque de France. Godin, c'est vraiment le monsieur finance de l'Empire et c'est lui qui remet les finances françaises en bon ordre, quoi. Alors que depuis 70, le déficit budgétaire de la France était énorme. Bien, donc on revient pas là-dessus. Avec Gaudin, enfin, la France retrouve un excédent commercial, un excédent budgétaire. Bon, sur la presse et la vie intellectuelle, bon, c'est le culte de la personnalité. Il n'y a pas de liberté de presse. Les deux esprits les plus indépendants de l'époque, c'est Chateaubriand et Madame de Staël. Chateaubriand, c'est René, hein, je crois, hein. René de Chateaubriand et Madame de Staël. Madame de Staël qui vivait prudemment à la frontière suisse, c'est la fille de Necker. Napoléon n'aimait pas beaucoup parce qu'elle était trop intelligente pour une femme, selon lui. Lui, il voulait que les femmes soient des courtisanes et qu'elles s'occupent de leur famille. Madame de Staël, c'était une femme d'esprit que Napoléon n'aime pas. Et Chateaubriand, ben, il s'est retrouvé en Amérique et puis après en exil parce que, voilà, il n'a pas pu rester en France. C'est les deux esprits les plus indépendants de cette époque et qui ne sont pas des amis, évidemment, de l'empereur. À mettre à l'actif de Napoléon, c'est l'université impériale qui est créée en 1808 et qui reprend la structure scolaire du primaire jusqu'à l'université. Bon, sachant que le primaire est quand même laissé au bon sein des curés, là on a gardé ce côté école primaire de la paroisse, mais à partir du collège, c'est l'école de l'Empire. Une quarantaine d'académies structurent l'Empire, on crée les recteurs à ce moment-là, hein.
Il est vraiment le créateur du système actuel. Les inspecteurs chargés de vérifier que les enseignements prévus sont bien enseignés, création des collèges et des lycées, enfin surtout des lycées. Le lycée, c'est 5 ans. D'abord lettres et mathématiques, ensuite mathématiques et philosophie, et puis on arrive à l'enseignement supérieur avec les hautes écoles, hein, polytechniques, les arts et métiers, les collèges de France, les facultés. Voilà. C'est vraiment les fondamentaux. Oui, ce sont les fondamentaux. Oui, oui. Alors, sur la partie école, on est dans les fondamentaux. La Troisième République va reprendre exactement le schéma de l'Empire. Faculté de droit et de médecine. Alors ça, c'est hérité de l'Ancien Régime. C'est ce qui restait de l'Ancien Régime. Et il crée l'école normale, hein, où Marie-Claude a été formée, moi aussi, il y a déjà longtemps. L'école normale d'instituteurs, hein, qui aurait jamais dû d'ailleurs être abandonnée, hein. Alors, en bleu, ce sont mes commentaires personnels. Bernadette, tu nous lis le bleu, s'il te plaît. Non, mais comme tu veux, hein, je ne vais pas t'embêter. Général du gouvernement impérial et de favoriser l'homogénéité française en termes de culture, d'état d'esprit, d'ambition, de dévouement, de loyauté, de compétence, de volontarisme patriotique, c'est-à-dire tout ce qui nous fait défaut aujourd'hui. Ah, c'est moi qui commente, hein. Bien entendu, de tels objectifs ne peuvent se concrétiser qu'au détriment des libertés individuelles. Voilà. Napoléon veut une France unie, unitaire, sous son modèle à lui. Évidemment, ça laisse peu de place à la contestation. Quelques mots sur la vie économique. Comme on l'a dit tout à l'heure, Napoléon est quand même très pragmatique et sensible au bien-être matériel. C'est un Colbert, hein, qui veut enrichir la France. La population de l'Empire, enfin oui, continue de s'accroître. On passe même, malgré les guerres, de 27 à 29 millions de Français, alors que le premier pays le plus peuplé, c'était la Russie à l'époque, avec 33 millions. Donc la France est un énorme pays démographique. D'ailleurs, d'où les succès militaires, parce qu'on avait de grosses armées grâce à ça en Europe à ce moment-là. Alors, plusieurs facteurs améliorent la condition de vie des paysans. Je vais pas vous les avez là. Bon, la sécurité, la monnaie stable, la réfection des routes et des ponts, les progrès de l'agronomie, hein, bien sûr, des récoltes de blé qui sont bonnes, euh, une aisance, hein, de la vie en ville. La petite bourgeoisie commence à vivre mieux. Augmentation du bétail. La betterave va remplacer la canne à sucre. La culture du tabac se développe dans le Midi, la pomme de terre se développe aussi. Bon, enfin bref, au niveau agricole, c'est plutôt une période de progrès. Donc les paysans ne sont pas mécontents. C'est bien la dernière fois qu'ils n'étaient pas mécontents d'ailleurs. Alors, ce qui est intéressant, c'est l'essor industriel de la France. Vous savez que par rapport à l'Angleterre, on a toujours eu 50 ans de retard au 19e siècle sur l'essor industriel. Les Anglais ont commencé 50 ans avant nous. Les Anglais, ils avaient à la fois les développements techniques qui étaient en avance sur nous, notamment l'utilisation de la vapeur, et les capitaux. Les Anglais avaient compris qu'il fallait de l'argent pour l'industrie. En France, on a mis beaucoup de temps à comprendre ça. Et donc, il y a toujours eu une avance industrielle de l'Angleterre et la France a suivi. Napoléon III ensuite a fait des efforts, mais on est toujours resté en retard par rapport à l'Angleterre sur la partie industrielle et financière. On ne peut pas les séparer les deux. Sous Napoléon, on a quand même un essor important de l'industrie textile. Oui, au-dessus, je mettais un commentaire. Napoléon est à la fois Jules César et Saint-Simon. Bon, j'anticipe parce que Saint-Simon existe déjà, mais il n'a pas encore fait parler de lui. Saint-Simon, c'est un penseur qui va donner l'école des Saint-Simoniens, qui pense que le capitalisme associé à la technique et aux sciences, c'est l'avenir de l'humanité. Encore faut-il qu'il soit juste et démocratique. Il prône un développement capitaliste, technique, il croit vraiment en révolution industrielle, il a une vision progressiste qui ressemble beaucoup à celle de Condorcet. Le progrès va amener le bonheur de l'humanité, mais le progrès par la technique, par les capitaux, par l'industrie, donc par le capitalisme. C'est un idéologue, mais je dirais positif du capitalisme. Dans la pensée de Adam Smith, tout à fait, d'ailleurs, voilà. C'était ces libéraux du 18e, 19e siècle qui voyaient un grand avenir à l'humanité industrielle et voilà. C'est tout à fait le point de vue de Napoléon. Il est saint-simonien. Son neveu, Napoléon III, sera officiellement saint-simonien, parce que là, Saint-Simon, sur le Second Empire, on le connaît bien, hein, il a déjà écrit, il s'est beaucoup fait connaître. Ça commence avec Napoléon Ier, et c'est Jules César, parce qu'évidemment, c'est un conquérant. Il marie les deux, la conquête et le progrès. C'est l'industrie textile, hein, qui est la plus spectaculaire à ce moment-là.
Alors, vous avez entendu parler, le métier à tisser jacquard, vous en avez ici un exemplaire. Voilà, il tisse et il croise les fibres de couleur et ça fabrique les tapisseries, les tapis, les étoffes brodées, hein, beaucoup plus vite qu'une couseuse, hein, voilà. Bon, les machines à tisser s'implantent en Alsace. Philippe Girard invente la machine à filer le lin. Et puis à Jouy en Josas, il y a le procédé d'un inventeur allemand qui s'appelle Oberkampf, crée la manufacture d'Oberkampf, qui est une technique pour imprimer les tissus. Ça va beaucoup plus vite que le tissage, hein, voilà. On a ici deux exemples. À gauche, la machine à tisser. À droite, une impression de tissu à Jouy en Josas. Ça décorait les literies, les fauteuils. Voilà, c'était très décoratif. La manufacture d'Oberkampf. À Sedan s'ouvre Louis Ternot devient célèbre dans la fabrication des draps et des étoffes. Le coton arrive d'Asie par le Danube. Et puis il y a donc les cotonnades en Normandie s'implantent et feront travailler jusqu'à 13 000 ouvriers. C'est vraiment le début de l'ère industrielle, mais ça commence surtout par le textile et qui est suivi évidemment par l'industrie métallurgique, parce qu'on a déjà des hauts fourneaux au Creusot qui commencent à employer le coke. Le coke, c'est un dégradé, un produit industriel issu du charbon qui est beaucoup plus efficace parce qu'il arrive à brûler sans oxygène. Ça augmente la température et ça améliore la fabrication de l'acier. Bon, alors moi, je suis pas du tout un spécialiste, mais c'est ce que j'ai compris. La production de houille est multipliée parce qu'on a besoin de houille pour fondre les aciers. Et vous voyez que déjà, hein, là, vous voyez la coupole de la halle au blé qui date de 1767, donc c'est bien avant l'Empire. Hein. C'est c'est même sous Louis XV, 67. Et on avait déjà ces structures en métal. De toute façon, on fabriquait les canons, donc on savait les fusils, donc on savait fabriquer le métal. Hein. Et plus près de nous, donc en 1803, hein, plus près de l'Empire, le pont des Arts est l'un des symboles de l'industrie métallurgique du début du 19e siècle. Et Chaptal, le scientifique, prouve par le chiffre que 1812, c'est l'année où la valeur produite par l'industrie en France dépasse la valeur produite par l'agriculture. C'est quand même symbolique. Jusqu'à présent, la France est un pays agricole. 1812, ça y est, l'industrie produit autant d'argent que l'agriculture. Et ensuite, ça va continuer, évidemment, dans ce sens-là. Donc, c'est un premier basculement de la vie industrielle française. Bien entendu, Napoléon qui a toujours des visions très, très emphatique, met en place une politique de grands travaux, aménagement du port d'Anvers, Grand Digue de Cherbourg, les canaux du Nord. Les canaux du Nord, c'est très important parce que déjà Turgot et Condorcet, sous Louis XVI, avaient imaginé un réseau de canaux avec des écluses dans tout le nord de la France qui était propice à cette construction entre tous les fleuves, la Meuse, la Meurthe, la Moselle, tout ça, pour irriguer, pour faciliter le commerce. Ils ont pas pu le faire parce que avec Louis XVI, c'était très compliqué de faire des choses. Il n'y avait pas d'argent d'ailleurs, d'abord. Mais les canaux du Nord, c'était une vieille idée déjà de la France monarchiste, hein, enfin des progressistes, hein, de Condorcet et Turgot. Cette fameuse communication entre le Rhin et le Rhône, on y pensait déjà. Le canal Rhin-Rhône, on y pensait déjà. Percement des Alpes pour arriver en Italie aussi déjà. Et évidemment, le plus emblématique, l'embellissement de Paris. Là, c'est la grande époque de l'art du style néoclassique. On essaye d'imiter l'Empire, on veut refaire une Rome dans Paris, une Rome antique dans Paris, et les noms des grands architectes, dont Brognard, hein, qui a fait le palais Brognard, qui est le palais de la Bourse, hein, que vous voyez ici, la Bourse de Paris. Vignon qui fait l'église de la Madeleine, vous l'avez ici. C'est toujours le style néoclassique. Hein. La Madeleine, quand vous passez à Paris, ben vous la voyez. Hein. Chalgrin qui fait l'Arc de Triomphe. Voilà. D'ailleurs, certains noms de maréchaux d'Empire sont gravés sur l'Arc de Triomphe. La barre colonne de la Grande Armée, place Vendôme, vous l'avez ici. Boisseau et Jacquemart font la fontaine du Châtelet. Elle est ici. Et Fontaine, l'Arc de Triomphe du Carrousel, que vous avez ici, qui est plus petit mais qui est très joli. Embellissement de Paris. Napoléon veut faire de Paris une ville impériale. Et donc, il fallait qu'elle soit belle et prestigieuse. Bon, la situation financière a été confrontée par la création du franc germinal, une monnaie en argent, mais les dépenses sont lourdes. Et quand les dépenses sont lourdes, si on veut pas augmenter les impôts, ben il faut des nouvelles conquêtes, c'est toujours pareil.
S'il n'y a pas de conquête, c'est compliqué de financer les progrès et les investissements massifs. Donc ça incite à la conquête, une politique un peu guerrière. Mais bon, pour l'instant, ça n'a pas de conséquences directes, mais ça va arriver. Euh, et puis alors, déjà, les fonctionnaires qui coûtent cher, on pense à les transférer vers les départements et les communes. Donc on a déjà une idée de, de transfert de compétences. Et très vite, on va arriver à la rupture de la paix et le retour de la guerre. C'est bien toujours de l'Angleterre. Là, vous avez un grand personnage dont je vais parler, c'est William Pitt, que j'admire beaucoup. Et je dirais beaucoup de bien des Anglais dans cette, contrairement à l'usage, je dirais beaucoup de bien des Anglais dans cette partie. Parce que vraiment, je suis admiratif de certaines réactions anglaises, fussent-elles anti-françaises. La paix d'Amiens avait été signée après la bataille de Marengo. En 1802, Marengo, c'est 1800. Et puis de Hohenlinden, qui avait été gagné par Moreau et dont Napoléon avait été un peu, enfin, à l'époque, Bonaparte avait été un peu jaloux. Mais seulement 14 mois de paix, car devant l'expansion française, devant le danger que représente la France, à un moment donné, l'Angleterre dit, bon ben, on peut pas continuer la paix, il faut prendre l'initiative de la guerre, parce que ça va trop loin. Parce que Napoléon prenait la Suisse, enfin, enfin la France, la fin du consulat, on n'est pas encore dans l'Empire, hein, là, hein. 1803, c'est encore le consulat. On prend la Suisse, on prend le nord de l'Italie, on prend la Belgique, on prend le Hanovre. Et ben, quand vont-ils s'arrêter? Jusqu'où s'arrêteront-ils, comme on dit maintenant? Et alors, un homme, William Pitt, qu'on appelait Pitt le Jeune, parce que son papa, c'était Pitt l'Ancien, ça a été aussi un brillant diplomate le siècle précédent. C'est le seul qui fait vraiment preuve de lucidité en Angleterre, qui sait, qui sent que Napoléon ne s'arrêtera pas. Parce que le gouvernement anglais dit oui, mais bon, Napoléon, on va le calmer, on va lui faire des concessions, vous allez voir, ça va s'arranger. Et Pitt, il met pas du tout, il faut faire la guerre. La seule solution de Napoléon, c'est de lui résister militairement. Il avait raison. De toute façon, d'un point de vue anglais, on peut pas dire le contraire. Alors, ce William Pitt, j'ai fait une petite biographie parce qu'il mérite d'être cité. Bon, vous lirez la biographie, hein. Au départ, c'est un philanthrope hein, qui était, voilà, il suit les théories d'Adam Smith hein, sur le développement capitaliste. Il devient vite l'ennemi numéro un de la France, non pas parce qu'il est anti-français, parce qu'il comprend tout à fait la stratégie de Bonaparte puis de Napoléon. Il est à l'origine des coalitions contre la France, parce qu'ensuite les Anglais font quoi? Les Anglais n'ont pas d'armée de terre, donc ils vont utiliser leurs alliés autrichiens, prussiens, russes pour dire hey, les gars, il faut se réveiller, on va vous donner de l'argent, mais il faut faire la guerre à Napoléon. Eux, ils ont une flotte, les Anglais ont une flotte, voilà, et des amiraux, mais ils n'ont pas d'armée de terre. Donc l'Angleterre finance effectivement les coalitions anti-napoléoniennes. Voilà, en gras, hein, Pitt est le seul homme de son époque vraiment conscient du danger que Napoléon représente pour ses voisins européens. Mettez-vous à la place de nos voisins, Napoléon, ça fait peur. Ça fait peur. C'était se soumettre et se taire. Donc voilà, faut comprendre quand même les réactions des autres. Alors, seulement Pitt n'est pas populaire en Angleterre parce que comme il est très ambitieux sur la politique à mener contre Napoléon et il veut renforcer l'armée, et il veut renforcer la flotte, etc., ça coûte cher, il augmente les impôts et ce qui le rend impopulaire en Angleterre, comme partout, hein, vous augmentez les impôts, vous n'êtes pas populaire. En plus, Pitt a un problème intérieur, c'est l'émancipation des Irlandais. Pitt comprend que le Royaume-Uni, parce que il y a un monarque en Angleterre qui s'appelle George III, qui est pas malin, qui est un protestant pur et dur. C'est le Louis XVI anglais, vous voyez. Il est pieux, il connaît que ça, et il réfléchit pas. Et les Irlandais étaient catholiques. Donc Pitt, qui comprend qu'il faut aller au-delà de ces clivages religieux, qu'il faut faire une union entre Irlandais, Anglais, et les autres, Écossais, Gallois, contre le danger napoléonien. C'était une évidence, il fallait s'unir. Bon. Et il fait des promesses aux Irlandais. Il leur promet la reconnaissance et une forme d'indépendance. Et comme Georges III, le roi protestant, ne le suit pas et qu'il ne peut pas respecter sa parole, Pitt donne sa démission. Ce qui est honorable. Il montre très bien, je n'ai pas pu honorer ma parole, donc il démissionne et il est remplacé par Henry Addington, qui est un gentil monsieur, mais qui est tout à fait incompétent pour s'opposer à Napoléon. Addington va vite signer la paix d'Amiens. On est en 1802. Paix d'Amiens, c'est 1802. Et c'est comme ça que, je dis l'ogre Bonaparte, mais c'était la vérité. La paix d'Amiens, c'est une aubaine pour Bonaparte parce qu'il va se renforcer en attendant la prochaine guerre, quoi. Et c'est donc un gouvernement
pacifiste un peu plus faible, sans William Pitt qui signe cette paix. Dès que la paix est signée, que fait Napoléon? Poum, il va envahir le Hanovre. Donc là, les Anglais se rendent compte que la paix était un leurre, que c'est pas la paix qui allait ramener Napoléon enfin, à l'époque, c'est vraiment la période où il passe de Bonaparte à Napoléon, hein, qui allait le ramener une vue pacifique. Et en plus, ils sont très déçus parce qu'ils se disaient aussi, les Anglais, c'est des commerçants dans l'âme. Oui, mais on va vendre nos produits à l'Empire français, on va écouler nos produits, nos stocks, etc. Et en fait, ils se rendent compte que pas du tout. Il y a des mesures douanières qui fait qu'on n'achète pas aux Anglais. Donc, ils sont doublement déçus. Ce qui fait qu'en 1804, dès que la guerre recommence avec l'Empire, eh bien, on rappelle William Pitt en disant au secours, revenez parce que nous avons besoin d'un grand dirigeant. Voilà. Mais Pitt meurt jeune, il est usé par les dettes financières, il est alcoolique. Le Bourbon lui est fatal et il va mourir assez jeune. Hein, je crois que cette date de naissance, il meurt en 1806, donc il a voilà, 47 ans. Hein. Voilà. Il meurt en 1806. Il aura le plaisir d'assister à Trafalgar. On va parler de Trafalgar. Mais il sera désespéré par les défaites de Ulm et d'Austerlitz, évidemment. Et il va mourir dans une sorte de désespoir parce qu'il constate que rien ne peut arrêter Napoléon, tant qu'anglais. Il laisse le souvenir d'un grand homme d'État qui a défendu l'intérêt de l'Angleterre jusqu'au bout. Il meurt d'un ulcère, comme par hasard, le 23 janvier 1906 à l'âge de 47 ans. Aux yeux de l'histoire, Pitt restera le symbole de l'énergie existentielle britannique, comme plus tard Winston Churchill. Moi, je vais l'associer à ce genre de personnage. C'est formidable ce qu'a fait Churchill. Hein. Et la résistance anglaise en 40-41, nous devons y réfléchir, nous, Français. Parce qu'en 40-41, la France, Pétain a signé l'armistice. Les Russes ont fait le pacte germano-soviétique. Les Américains n'ont pas eu Pearl Harbor, donc ils attendent. Les Anglais sont seuls en face des nazis qui les bombardent tous les jours et qui envoient les torpilles sur leurs bateaux. Les Anglais sont seuls pendant presque un an, pendant 10 mois. Ils résistent merveilleusement. Et donc, moi, je trouve que les Anglais sont admirables au regard de l'histoire, aussi bien vis-à-vis de Napoléon que vis-à-vis de Hitler. Je fais pas de comparaison entre Napoléon et Hitler. Enfin, le peuple anglais, me semble-t-il, de ce point de vue, est relativement exemplaire. Mais enfin, la période 40-41, juste, alors pourquoi je dis 41? Parce que le pacte germano-soviétique s'arrête, le front russe, Barbarossa, ça commence en juin 41. Voilà. Donc là, c'est terminé, il y a le front de l'Est et ils sont plus tout seuls contre l'armée allemande. Voilà. Bon, je ferme la parenthèse. Là, on est loin de Napoléon. Ah, mais c'est intéressant de faire, Ouais, le parallèle. de faire le parallèle. Tout à fait, ouais. Trafalgar, c'est une pantalonnade. Enfin, il y a de l'héroïsme. Là, on va voir un autre grand personnage, c'est Nelson, Horatio Nelson, qui est encore quelqu'un d'admirable. En fait, Napoléon se dit, quand la guerre recommence, il faut envahir l'Angleterre. Les Anglais, ça suffit, ils nous emmerdent, on va envahir l'Angleterre. Il pense que s'il arrive à débarquer en Angleterre, le reste, ce sera facile. Il masse 200 000 hommes à Boulogne et il charge un architecte naval, Pierre-Alexandre Laurent, forfait, il s'appelle forfait le pauvre, qui en fait, ils ont déclaré forfait après. Il le charge de construire une flottille de petites embarcations, des embarcations de débarquement, des bateaux à fond plat, des bateaux de pêche, pour amener 200 000 hommes en plusieurs jours sur les côtes anglaises. Il y a les falaises, il y a la Manche qui est une mer très agitée, donc c'est pas facile, et surtout il y a la marine anglaise, la Royal Navy qui terrorise tous les océans du monde, qui patrouille et qui surveille. Cette Royal Navy empêche d'avoir 4 ou 5 jours de tranquillité en Manche pour traverser la Manche. Alors Napoléon se dit, bon, ben, on va attirer la Royal Navy bien loin, on va trouver un stratagème pour les attirer bien loin, et pendant qu'ils seront pas là, nous allons pouvoir débarquer en Angleterre. C'était ça le plan. Ouais, c'était ça le plan. La France était alliée de l'Espagne à ce moment-là, parce que l'Espagne, vous voyez que l'Angleterre était également une rivale commerciale. Napoléon, dans sa stratégie d'éloigner la Royal Navy et surtout l'amiral Nelson, qui était le grand amiral de l'époque, fait appel à un amiral qui s'appelle Pierre-Charles Villeneuve, qui était tranquillement au mouillage à Toulon. Villeneuve avait déjà eu une mésaventure, rappelez-vous, en Égypte, la bataille d'Aboukir. Nelson avait bombardé la flotte qui était française, qui était au mouillage dans la baie d'Aboukir, et Villeneuve s'était sauvé, parce qu'il était là déjà, Villeneuve.
s'était sauvé. Bon, donc c'était pas très brillant. Alors pourquoi Napoléon l'a ressollicité, je ne sais pas, il faudrait creuser. Est-ce qu'il a voulu donner une deuxième chance? Peut-être. Toujours est-il qu'il dit à Villeneuve, cher amiral, vous allez sortir de Toulon avec la flotte française, vous allez récupérer à Cadix la flotte espagnole, parce qu'ils étaient alliés, et vous allez entraîner, vous allez faire semblant d'attaquer les Antilles anglaises, ce qui va amener Nelson à vous suivre. Ensuite, vous revenez très vite, Mm. et quand vous êtes revenu, vous sécurisez la Manche, et nous, on débarque. Et on envahit l'Angleterre. C'était ça le plan de Napoléon. Au début, ça se passe plutôt bien. Villeneuve quitte Toulon le 29 mars 1805. Les dates sont importantes parce qu'après, il se passe en Europe d'autres événements. Il franchit Gibraltar le 8 avril. À Cadix, ils se rendent compte qu'il n'y a pas de flotte espagnole. Déjà, ils sont pas prêts. Bon, bref. Il continue. Finalement, un seul vaisseau espagnol rejoint la flotte française. Et ils arrivent aux Antilles le 12 mai avec un vaisseau espagnol. Bon. 2 jours plus tard, d'autres vaisseaux arrivent. Et il commence, les ordres de Napoléon sont les suivants, harceler les colonies britanniques pour attirer l'amiral Nelson et revenir vers l'Europe pour bloquer la Manche. Bon, au début, ça se passe à peu près comme prévu. Mais Nelson, alors lui, il perd pas de temps, hein. Le 7 juin, il est arrivé aux Antilles déjà. Alors là, évidemment, il faut fuir. Donc Villeneuve, là, pour fuir, il est très fort. Dès qu'il apprend que Nelson est arrivé, ah oui, il repart direction l'Angleterre. Et les Anglais comprennent pas. Mais que font les Français? Ils viennent, ils attaquent, ils repartent. Ouais. Alors ils les suivent. Seulement ils les suivent. Ils se voient pas. Il n'y a pas de radar. C'est des estimations. C'est pas évident, hein, en plein océan. À l'époque, ils savent pas du tout où ils sont. Alors ils suivent au jugé comme ça les Français dans leur retour vers l'Europe. Et à l'entrée du golfe de Gascogne, alors si vous voyez le golfe de Gascogne, en bas, c'est l'Espagne, Mm. et le bout de l'Espagne s'appelle le Finistère, Mm. exactement comme notre Bretagne à nous. Nous, c'est Finistère, ER, à la fin, et en Espagne, c'est Finistère, E2RE. Mais c'est le même nom, et c'est le même genre de promontoire rocheux qui rentre dans, donc c'est la fin des terres, hein, qui rentre dans l'océan. Au Cap Finistère espagnol, d'une part, il y a du mauvais temps, et d'autre part, il y a une flottille britannique de quelques vaisseaux qui font barrage à Villeneuve. Et Villeneuve, là, on se rend compte qu'il est hanté par la conscience de la supériorité tactique des Anglais en mer. Il est terrorisé par les Anglais. Et il se sauve. Il est désemparé. Au lieu de forcer le passage d'une flottille et d'arriver dans la Manche comme il avait été missionné pour le faire, qu'est-ce qu'il fait? Il fait demi-tour et il part au sud, se réfugier d'où il était venu à Cadix. Mm. Le 21 août, il se met à l'abri à Cadix. Donc il est parti, on a vu, voilà, le 29 mars, avril, mai, juin, juillet, août. 5 mois plus tard, il est de retour à Cadix et il attend. Alors évidemment, quand Napoléon apprend ça, il est fou de rage. Entre-temps, Nelson est revenu au Royaume-Uni, puisqu'il le suivait à quelques jours. Et là, il apprend que la flotte française est à Cadix. Qu'est-ce qu'il fout à Cadix? Donc Nelson, eh bien, très bien, on va les suivre. Et Nelson redescend et se met au mouillage, enfin se met au large à 50 000 des bateaux français, de manière à ce qu'on ne le voit pas, et il attend que Villeneuve sorte de Cadix, sauf que Villeneuve ne veut pas sortir de Cadix. Il reste planqué. Alors là, Napoléon lui envoie un message en lui disant qu'il a pour mission de mourir pour défendre la France. La mort dans l'âme, Villeneuve sort de Cadix et il se fait tomber dessus par la flotte anglaise. C'est la bataille de Trafalgar, qui s'achève par le plus grand désastre naval qu'ait connu la France. Nelson meurt en héros et il est touché d'une balle par un tir de mousquet, par un tireur d'élite. Mais avant de mourir, il sait que la victoire est complète contre la flotte française et il dit « Dieu soit loué, j'ai accompli mon devoir » et il meurt. Voilà. Donc un grand héros, l'amiral Nelson, là vous le voyez. Alors il est manchot et borgne, hein. Là ça se voit pas sur le truc parce qu'il a perdu un œil dans une bataille navale, il a perdu le bras dans une autre et là il meurt à Trafalgar. Donc là pareil, pour moi c'est un grand héros. Villeneuve est fait prisonnier par les Anglais. Les Anglais le ramènent à Londres et ils demandent une rançon à Napoléon. Napoléon dit non, non, vous le gardez, moi je paye pas. Finalement, les Anglais qui savent pas quoi faire c'est pas rigolo le pauvre. Mais Villeneuve le lâche en race campagne sur la côte et Villeneuve se suicide dans un hôtel de Rennes le 22 avril 1806 plutôt que d'aller à Paris affronter la colère de l'empereur.
C'est impressionnant quand même. Quel dessin. C'est impressionnant. Voilà l'épilogue de Trafalgar. En fait, s'il avait eu un bon amiral, il pouvait mettre le pied en Angleterre. Ah oui, 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 ça s'est joué, ah oui, Ouais. tout à fait. Avec un bon amiral. Mais alors, il y a des raisons, parce que là, justement, je donne une explication. Alors, ben tiens, Bernadette, tu nous lis le petit paragraphe, s'il te plaît. Trafalgar et le tragique dénouement. Trafalgar est le tragique dénouement de la dégradation de la marine française, commencée par Sous la la... Révolution. Les officiers nobles ayant émigré, les matelots s'étant souvent mutinés, il aurait fallu des décennies d'entraînement en haute mer pour retrouver des cadres et des équipages compétents. L'habileté manœuvrière avait disparu. Voilà l'explication. On n'était pas capable d'affronter les Anglais en haute mer. Là, je vous ai mis une petite biographie de Nelson, grand héros national en Angleterre. Nelson, alors on le voit là avec son bras en écharpe, hein, puisqu'il n'a qu'un seul bras. À sa mort, George III se met à pleurer, et ça, je trouve que c'est bien. Au centre de Londres, la colonne Nelson s'élève au Trafalgar Square, surmontée de la statue du héros national. Donc, quand vous irez à Londres, vous penserez à Nelson. Voilà, et c'est l'heure de la pause.